déjà remercier la Fédération de la chasse d'avoir eu l'amabilité d'inviter les syndicats agricoles et notamment les syndicats minoritaires que sont la Confédération paysanne et la coordination rurale. C'est une première. Et merci beaucoup, Monsieur le Président. Eh bien non, la CR n'est pas hostile aux chasseurs, pas hostile non plus aux lieutenants de louveterie, pas hostile aux piégeurs. Vous êtes tous complémentaires. Vous avez tous un rôle essentiel dans la régulation des espèces. Et ça, il faut le souligner et on vous en remercie. Mais cette mission d'intérêt général n'est pas toujours très bien considérée par le reste de la population, notamment les gens des villes. La coordination rurale a déjà, à plusieurs reprises, demandé que les financements publics des associations anti-chasse soient stoppés. La coordination rurale ne milite pas non plus pour l'extermination des sangliers. Cependant, il lui semble essentiel de définir un seuil acceptable de leur population, tant pour vous, les chasseurs, que pour nous, les agriculteurs. Nous rappelons que le rôle de l'agriculteur est avant tout de nourrir les concitoyens. C'est donc sa production, donc son revenu, qui sont impactés en cas de dégâts importants. Quant à la chasse, en dépit de sa grande utilité, elle ne reste qu'un loisir. La coordination rurale soutient pour l'essentiel les propositions formulées dans le rapport parlementaire des députés et sénateurs Pérea-Cardou. Changer de vision, sortir d'une logique patrimoniale d'augmentation des populations, changer les consignes de tir, un vaste chantier qui nécessitera un changement de mentalité certain. La coordination rurale souhaite une méthodologie nationale pour la définition des points noirs. Selon elle, l'agrainage doit être stoppé tant que personne n'aura les moyens de pouvoir le contrôler. Mais au-delà des dégâts de grand gibier que subissent les agriculteurs, se posent ceux d'autres espèces qui peuvent être classées en espèces nuisibles, en gibier ou même en espèces protégées. La coordination rurale espère en une solidarité des chasseurs, des piégeurs, des lieutenants de louveterie pour réguler également les nuisibles avec assiduité. Pour exemple, les corbeaux, les ragondins, les pigeons, etc., etc. La coordination rurale demande que des bilans soient faits régulièrement sur l'évolution de ces populations et en tirer des conclusions afin de remettre en cause, s'il est justifié, leur classement et pourquoi pas en fonction des spécificités locales, autant que faire se peut. Pour exemple, les blaireaux, les grues, les oies sauvages, les choucas, les castors, etc., etc. C'est une bonne chose que la faune soit présente, mais il ne faut pas hésiter à réguler les espèces pour ne pas menacer les diverses activités économiques contribuant aux dynamiques des zones rurales. Le ministère de l'Écologie veut laisser vos fédérations s'organiser elles-mêmes pour mieux réguler, en utilisant notamment la taxe à l'hectare, présentée comme la solution. Nous suivrons cela de près. La loi créant l'OFB, Office français de la biodiversité, vous donne aussi la maîtrise des plans de chasse, qui ne sont pourtant pas conçus pour réguler les espèces, mais au contraire pour les développer. Une question se pose. Faut-il supprimer les plans de chasse? Le retrait de la puissance publique nous inquiète. Qu'en sera-t-il dans les départements où la concertation locale échouera? En contrepartie, la coordination rurale est prête à discuter de modalités visant à réintroduire des espèces de petits gibiers en plaine céréalière,
Elle est novatrice en agriculture de conservation des sols, une méthode de culture innovante, respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Et elle organise depuis plus de 20 ans maintenant le festival Non-Labour et Semi-Direct. L'Association nationale de conservation du petit gibier est présidée par un adhérent de la coordination rurale. Il s'appelle Paul Mougenot. Donc, dans ces discussions autour de ces réintroductions, n'oubliez pas les syndicats minoritaires que sont la coordination rurale et la Confédération paysanne. L'accord tripartite du 18 janvier 2012, ayant débouché sur un décret du 23 décembre 2013, réformant le système d'indemnisation, est clairement à votre avantage. Franchement, chapeau. La FNC est vraiment fine négociatrice. Cela représente une énorme économie de 10 à 15 millions d'euros par an, pendant ce temps-là, les petits dégâts non déclarés et non indemnisés s'accumulent chez les agriculteurs. Force est de constater que la FNSEA a jusqu'alors très mal défendu l'intérêt des agriculteurs. Il faut dénoncer cet accord et revoir l'indemnisation sur des bases équitables. La FNC doit discuter avec tous les syndicats et pas avec la seule FNSEA. Nous souhaitons une simplification dans les dossiers de déclaration de dégâts et espérons beaucoup du système de télédéclaration prévu dans l'accord de 2012, mais qui tarde à arriver. Pour nous, il ne faut pas inverser les priorités. Il faut d'abord s'attaquer au problème de la régulation des populations. Un financement plus durable de l'indemnisation des dégâts ne doit en aucun cas cautionner l'absence d'efforts et de résultats des chasseurs sur la régulation. De plus, les risques sanitaires sont de plus en plus élevés sur notre territoire, notamment avec la peste porcine. Ne pensez-vous pas qu'un sacrifice momentané des chasseurs pour réduire drastiquement les populations de sangliers pendant quelque temps, je dis bien momentané, 1 an, peut-être 2 ans, ne soit une réaction intelligente face à ces deux fléaux d'ampleur nationale que sont le coût des dégâts de sanglier et le principe sanitaire qui en découle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, j'ai l'impression que vous avez quelques questions. J'ai pu noter quand même que nos nouvelles responsabilités ne vous plaisent pas beaucoup. C'est vrai qu'elles peuvent aussi ne pas nous plaire parce que ça fait des charges supplémentaires, mais peut-être que les négociations étaient bonnes. J'ai remarqué quand même que Thierry Chalmin, tu n'étais pas bon négociateur, hein, c'est Willy Schratt le meilleur. Peut-être qu'il n'était pas là en 2012, hein, mais c'est pas grave. J'ai noté et que l'État devait quand même reprendre un peu la main. C'est pas tellement notre philosophie, mais en tout cas, dans le partenariat, pourquoi pas. Des questions? Et bonjour, Valérie Géquel, Fédération des chasseurs de l'Indre. La question vous concerne, mais concerne aussi vos confrères des autres syndicats, même si certains d'entre eux sont déjà partis, je pense que ça leur reviendra aux oreilles, en tout cas je l'espère. Aujourd'hui, on a dans tous vos propos, vous êtes d'accord pour revoir le système d'indemnisation, et pour vous, évidemment, ça n'est pas assez. Néanmoins, on a aussi de plus en plus, s'il s'agit de revoir ce système, on a de plus en plus d'exploitants agricoles, en tout cas de personnes qui perçoivent des dégâts, qui ne vivent pas dans nos campagnes, qui ne sont pas dans la ruralité qu'on défend en effort et qui font faire les travaux par entreprise, donc qui ne sont pas au cœur du système, à surveiller leur culture, à pouvoir signaler aux chasseurs locaux qu'il y a des problèmes et des dégâts pour avoir des interventions rapides et efficaces. Donc c'est bien de dire, nous les agriculteurs, vous les chasseurs de l'autre,
il est bien aussi que les agriculteurs, de temps en temps, pour certains d'entre eux en tout cas, veillent à ce qui se passe dans leurs champs. Et on est de plus en plus confronté à ce genre de choses. Ça, c'était une chose. D'autre part, puisque vous êtes en demande de revoir le système d'indemnisation, est-ce qu'il vous semble normal qu'un exploitant agricole, propriétaire exploitant, détenteur de son droit de chasse, qui est plutôt un chasseur de petit gibier, donc qui ne va pas pratiquer la chasse du sanglier d'une manière régulière ou comme il serait souhaitable, soit indemnisé à même hauteur que quelqu'un qui est simplement fermier et qui n'a pas le droit de chasse sur le territoire sur lequel il exploite. Donc j'amène ça à votre réflexion pour les négociations qui viendront, parce que de dire les agriculteurs d'un côté, les chasseurs de l'autre, non, nos milieux sont étroitement mêlés, et je ne parle pas là des agriculteurs qui perçoivent un revenu lié à la location de leur territoire à des chasseurs, et qui perçoivent aussi des indemnisations de dégâts de gibier de la part des fédérations. Alors, le fait d'être propriétaire et agriculteur, ça n'a rien à voir. Le fait d'être propriétaire, ça n'empêche pas le fait de détenir le plan de chasse, ça n'empêche pas au propriétaire de pouvoir le déléguer à quelqu'un d'autre, et il n'y a pas de problème. Le fait d'être propriétaire, je ne vois pas ce que ça peut engendrer par rapport au fait qu'il ait des dégâts de gibier. Il est agriculteur, l'agriculture c'est son métier. Le fait d'être propriétaire, c'est autre chose. Il a les mêmes exigences qu'ont les autres chasseurs. Après, s'il est prouvé que le propriétaire agriculteur ne chasse pas assidûment, je pense qu'il est prévu dans la réglementation, et la chasse ne dira pas le contraire, des grilles d'abattement. Et le fait qu'il soit propriétaire, je ne vois pas comment ça peut être... ce sont deux choses complètement différentes. Vous avez des propriétaires de bois ou de parcelles qui ne donnent même pas le droit de chasse à leurs agriculteurs. Ils louent le droit de chasse à des sociétés autres. Et le propriétaire qui est lui-même agriculteur, il a les mêmes droits. Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais quand même insister sur le petit gibier, parce que j'ai entendu plein de choses. Et je pense que dans mon département, il y a quand même quelque chose qui se met en place. Et on a un président de fédération de chasse qui est localement présent dans la salle. Voilà. On peut le citer, des noms, on veut des noms. Monsieur Perrin, il y a des initiatives qui commencent à se répandre. Et je dois dire que sur mon exploitation, moi je suis en agriculteur de conservation des sols, j'ai un sol vivant, fourmillant, de vers, d'insectes et tout. Et moi-même, je ne suis pas chasseur, mais j'élève chez moi des faisans et des perdrix sous des poules pondeuses. Ça, c'est la Fédération de la chasse qui met ça en place dans le département, justement pour essayer de réintroduire du petit gibier dans les campagnes. Alors, je vous assure que c'est un travail phénoménal. Il faut y être, il faut surveiller. Mais là où il y a besoin de concertation, c'est que sur un territoire donné, il serait bien de mettre autour de la table tous les chasseurs et les agriculteurs qui sont partenaires de cette démarche, pour la simple et bonne raison que quand vous faites un effort et que vous voyez que la société de chasse à côté attend de voir vos faisans ou vos, enfin je ne veux pas dire vos parce qu'ils ne m'appartiennent pas, et qui sont en attente avec les fusils pour tout fusiller, il y a des fois, voilà, je ne veux pas dire, c'est pas une généralité, mais ça existe, et j'en suis témoin, et je peux vous dire qu'en bonne intelligence, tout le monde autour d'une table doit pouvoir discuter, et sur un territoire donné, on peut arriver à faire des choses. Merci beaucoup. Vous avez pu remarquer que même quand on parle des dégâts de sanglier, on parle beaucoup du petit gibier et donc de la biodiversité. Je salue l'arrivée d'Emmanuel Vargon, secrétaire d'État